Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichen Club. Déjà l'épisode numéro 16 qui sera du coup dédié à la question de l'aide juridictionnelle et la rentabilité d'un cabinet d'avocats. Vous êtes sur Clubs Experiences et je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ses thèmes de prédilection. Donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis chef de 2 entreprises et que je m'intéresse de manière globale aux affaires, au business. La foi parce que je suis une fervente croyante, que je suis chrétienne évangélique et que je suis une femme de foi et une femme de feu. La mode, le luxe et le lifestyle. Je vais décaler ça un petit peu. Ah. Donc, la mode, le luxe, le lifestyle, parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, que j'aime l'art de vivre. Ce positionnement ne m'arrange pas. Donc, je disais que j'aime le lifestyle, du moins j'aime l'art de vivre, j'aime le luxe, j'aime être bien mise, je suis une épicurienne. Voilà. Dans le cadre de mon activité d'avocat, du moins s'agissant du droit, je suis avocat au barreau de Poitiers. Je suis médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans plusieurs domaines du coup qui sont les suivants: le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors vous l'avez lu du coup dans l'intitulé nouvelle chaîne, nouvelle vidéo. En plus je suis perturbée parce que ça ne se positionne pas comme je veux. C'est pas trop ça mais bon, on va faire avec. Bon, je disais du coup, nouvelle vidéo Chichen Club. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez toujours, on donne à César ce qui est à César. Donc le concept Chichen Club m'a été inspiré par un mode de prédication du coup de l'apôtre Mohamed Sanogo qui s'intitule Chichen Pray. Donc il fait des enseignements en fait au cours de ses prédications, il fait des enseignements qu'il alterne en fait avec des temps de prière. Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai dupliqué ce système-là. Donc, moi, je me sers en fait d'un sujet d'actualité sur le plan national ou international. Je relève les points de droit qui y sont liés et je donne en fait mon commentaire d'avocats, de femmes noires, de femmes, ainsi de suite, en fonction de citoyennes, en fonction en fait du sujet. Donc c'est ça, Chichen Club. Donc en gros, l'enseignement de Club, le fait que je vulgarise certaines notions et ensuite la vie de Club, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pour ambition du coup avec ce format-là de vous partager une vidéo tous les mercredis à 20h. Voilà. Pour le moment, je tiens le rythme, même si parfois je suis un petit peu en retard, mais pour le moment, le rythme est plutôt tenu. Donc, je n'en suis pas peu fière parce que nous sommes au 16e épisode aujourd'hui, donc je suis super contente. Euh, donc, vous l'avez vu du coup dans l'intitulé, je l'ai déjà dit, aide juridictionnelle et rentabilité d'un cabinet d'avocats. Pour pouvoir structurer mon propos, comme toujours, je vous fais un petit plan en 3 parties. Donc, le premier point, ce sont les faits d'actualité qui donnent lieu en fait à cette vidéo. Le deuxième point, ce sont les notions de droit et autres notions. Donc, on va dire le droit et les notions importantes et vous allez comprendre pourquoi. Et troisième point, du coup, la vie de Club. Donc, sans plus tarder, point numéro 1, les faits. Les faits, en fait, il s'agit d'une actualité qui date de la mi-août. Bon, on n'est pas trop loin puisque nous sommes début septembre. Nous sommes le 2 septembre au moment où je filme cette vidéo. Donc, c'est une actualité qui date de la mi-août. Je vais retrouver les articles de presse que je vous lirai parce que en fait, il y a un médecin anesthésiste qui va être jugé à compter du 8 septembre. Là, c'est une affaire qui est très médiatisée. Donc, il lui a reproché des empoisonnements. Il lui a reproché 30 empoisonnements, je crois, entre 2008 et 2017. Et 12 de ces empoisonnements-là auraient été mortels. Voilà. Ce sont des faits qu'il conteste et il va être jugé devant la cour d'assises du Doubs entre le 8 septembre et le 19 décembre de cette année. Donc, moi, je ne commande pas ici les faits dont je ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, mais moi, ce que je veux commenter, c'est ce qu'il y a eu autour. Il y a eu une polémique, en fait. J'essaie de retrouver mes notes en même temps. Il y a eu une polémique, en fait, ces dernières semaines au sujet de ces avocats et au sujet de l'aide juridictionnelle.
Donc, je vais retrouver les articles de presse et puis je pourrais vous les lire parce que je trouve que la Nouvelle République a fait en fait 2 articles dessus que j'ai trouvé parfaitement bien présentés, on va dire ça comme ça, et c'est ce qui va me permettre d'illustrer la partie des faits, et je vous mets naturellement les captures d'écran là comme toujours. Donc, comme je disais, je vais parler uniquement de la partie qui concerne les confrères et la question des honoraires. Je ne me prononce pas sur le fond du sujet, sur la question des empoisonnements et tout ça. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, j'ai connaissance, on va dire, de la... Je sais pas, en fait, j'ai connaissance de la question des honoraires qu'à compter de la mi-août lorsqu'il y a des articles qui sortent dans la presse. Après, pour le reste du dossier, c'est un dossier, on va dire, dont on entend beaucoup parler dans la Vienne. Donc, c'est un dossier dont j'avais déjà connaissance. D'abord, le premier article, je vais essayer de le faire de manière chronologique pour que ce soit plus cohérent pour vous, parce qu'en fait, il avait 3 avocats. Voilà, donc le premier article de la Nouvelle République, c'est celui-ci. Donc, je vous l'affiche là, date du coup du 15 août, mise à jour le 16 août. Et il avait 3 avocats à ce moment-là et l'un des avocats jette l'éponge. Donc, l'article explique pourquoi. Hop, hop, hop. Donc, je vais survoler et comme je dis, si vous avez besoin, vous relisez. Donc, un des 3 avocats a renoncé à le défendre, invoquant des raisons financières. Et il indique du coup que le confrère indique que c'est à regret que je me retire. C'est à regret, pardon, que je me retire, a annoncé vendredi l'avocat qui devait assurer la défense de, voilà, placé sous contrôle judiciaire près de Poitiers. Il était accompagné de 2 autres confrères dont je vais parler par la suite. Donc, on indique du coup qu'en cause l'aide juridictionnelle versée par l'État aux justiciables n'ayant pas les moyens de financer leurs frais de justice qui s'élèvent à 35 000 € en hors taxe, à 35 000 € pour les 3 avocats du médecin. Une somme, blablabla, je me suis perdue. Voilà, une somme totalement ridicule pour un procès qui doit durer 3 ans et demi, estime-t-il. Dans les conditions actuelles, je travaille à perte. Alors, la défense a décidé que c'était moi qui me déportais dans la mesure où j'étais le dernier arrivé. Les 2 autres avocats ayant travaillé sur la phase d'instruction du dossier, a-t-il expliqué. D'autant que c'est un dossier qui peut générer une erreur colossale. Nous sommes parfaitement convaincus tous les 3 de l'innocence du docteur. Et ce qui est choquant, c'est le rapport entre ce que toucheront les avocats de la défense et ce que toucheront certains avocats de partie civile dont il estime l'enveloppe totale à plus de 2 millions d'euros. Quelques 100 personnes, essentiellement des proches des grandes victimes, se sont constituées partie civile dans ce procès. Les avocats de la défense ont demandé un régime spécial comme celui qui a prévalu pour un autre procès hors norme, celui des attentats du 13 novembre 2015. Sans succès, la seule échappatoire aurait été de faire en sorte que les avocats des parties civiles consentent à rééquilibrer les dotations en faveur de ceux de la défense, ce qu'ils ont refusé. Voilà, je ne pars pas plus loin parce qu'on explique un petit peu les faits par la suite. Donc ça, on va dire, c'est un petit peu l'acte 1 de cette partie-là sur les faits. Et maintenant, l'acte 2 intervient quelques jours après puisqu'on a un nouvel article, cette fois-là, du 19 août. Donc toujours la Nouvelle République. Je maintiens mes écrans en veille. Donc toujours la Nouvelle République. Donc on indique du coup que cette fois-là, le 19 août, pour des raisons financières, l'un des avocats avait déjà annoncé se retirer, blablabla. Le titre, en fait, c'est « Les 2 avocats de l'anesthésiste menacent de se retirer ». Donc, ils menacent de se retirer et dénoncer une rémunération trop faible. Dans le contexte actuel, on n'assumera pas la défense de temps, a indiqué l'un des confrères. Donc, pareil, en cause de l'aide juridictionnelle, 35 000 € pour les 2 avocats pour un procès qui est censé s'achever le 19 décembre, sachant que le docteur qui est resté en liberté, du coup, n'exerce plus sa profession. Donc, le commentaire du confrère on dit que la défense souhaite un accord avec les avocats des parties civiles et on dit que ça fait 17 000 € par cabinet pour 4 mois. C'est extraordinaire, soupire l'avocat byzantin. Il est hors de question d'intervenir aux frais de mon cabinet pour assurer la défense. Le médiatique avocat ancien défenseur de Jonathan Daval souhaite que les conseils des parties civiles reversent 10% de leur aide juridictionnelle qui s'élève selon lui à 2 millions d'euros.
Comme dans le procès Salah Abdeslam, donc le principal accusé au procès des attentats de 2015, il faudra un accord avec les avocats des parties civiles. C'est la responsabilité de tous les intervenants au procès. Donc, pour le moment, les avocats des parties civiles ont refusé de partager cette aide juridictionnelle, mais une réunion de médiation est prévue avec le Conseil de l'ordre des avocats le 2 septembre, donc aujourd'hui, date à laquelle je filme pour une vidéo qui sera publiée demain soir. Si dans le cadre du montage, si je fais le montage un peu tardivement et qu'à ce moment-là, il y a déjà plus d'informations connues, je partagerai, mais à défaut, voilà, vous aurez les informations dans la presse si vous cherchez plus d'informations là-dessus. Donc, on dit du coup qu'il y a une réunion de médiation qui est prévue le 2 septembre. À l'issue, l'avocat décidera de poursuivre ou non la défense de l'ancien anesthésiste. Donc, l'autre avocat, qui est un confrère qui était anciennement à Poitiers, à ce moment-là, avait fait le choix de ne pas avait fait le choix de ne pas commenter auprès de la Nouvelle République, mais il a fait une publication. Il a fait une publication sur ses réseaux sociaux que je vais vous lire et pareil, je vous l'affiche là. Donc, il dit en un mot, enfin en quelques-uns, commençant, ma position sur ce sujet est la suivante. Ce que je n'envisage pas, c'est que, saisi de cette difficulté majeure qui se doit de faire l'unanimité, le système dans son entier ne parvienne pas à trouver une solution pour que les avocats du docteur Péchier interviennent dans des conditions qui ne soient pas parfaites. Non. On reprend, le système dans son entier ne parvienne pas à trouver une solution pour que les avocats du docteur Péchier interviennent dans des conditions qui ne soient pas parfaitement inacceptables. Être indemnisé de 35 ou 36 000 euros hors taxe à 2 pour 3 mois et demi de procès est inacceptable. Quelqu'un pour soutenir le contraire. Donc, je vous l'affiche là. Donc, voilà pour les faits. Je pense que dans tous les cas, c'est parfaitement clair. Hein. À ce stade, il n'y a rien de plus... Ok. Désolée, je gère les mails en même temps. Il faut que je voie un mail urgemment. Ok. Bon, je disais que s'agissant des faits, il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter à ce stade. Donc, on se limite à ça. Maintenant, on va directement aller au grand 2, du coup, qui va parler du droit et des notions importantes parce qu'il y a plusieurs choses, en fait, que je vais expliquer sans donner mon avis puisque mon avis viendra après, mais je vais juste expliquer les notions. Donc, du coup, l'aide juridictionnelle, qu'est-ce que c'est l'aide juridictionnelle? C'est une prise en charge, en fait, qui est faite par l'État dans des conditions spécifiques. Hein. Je vais vous donner les textes là. Donc, c'est une prise en charge, en fait, qui est faite par l'État pour les contribuables qui n'ont pas suffisamment de revenus. Donc, il y a, en fait, des conditions qui sont fixées et si vous avez besoin, par exemple, d'être assisté d'un avocat dans le cadre d'une procédure et que vos moyens financiers ne vous permettent pas de payer les honoraires d'un avocat, vous pouvez faire un dépôt d'aide juridictionnelle. Donc, c'est valable pour les avocats, mais par contre, les gens ne le savent pas souvent, mais c'est valable aussi pour les commissaires de justice, anciens huissiers notamment. Donc, notaire aussi d'ailleurs, je crois. Le notaire, je ne vais pas plus m'avancer. Si je peux faire la vérification, je vous noterai là, mais avocat et commissaire de justice, ça c'est sûr. Donc, voilà, donc c'est l'article 91-647 du 10 juillet 1991 qui porte sur l'aide juridique. Je vais essayer de vous lire ici un ou deux articles. Naturellement, je vous affiche là des éléments. Donc, on dit en article 1er que l'accès à la justice sur droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. Et l'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit. Donc, on dit en fait en article 2 qui régit du coup l'accès à l'aide juridictionnelle, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leur droit en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. Donc, donc à titre exceptionnel, ça peut être accordé aux personnes morales. Ensuite, en fait, on pose toutes les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, personnes physiques en priorité, françaises ou alors personnes étrangères résidant en France en situation régulière.
quoi d'autre. Il y a des personnes, en fait, qui bénéficient de l'aide juridictionnelle de droit, donc les mineurs, conflits d'intérêts avec les parents, certains types de procédures, donc tout ce qui est, par exemple, victime de faits de nature criminelle, des choses comme ça. Les personnes détenues aussi. Et je vous affiche, en fait, les éléments là. Donc, qui régissent en fait, comme je dis, toutes les conditions pour remplir en fait un dossier d'aide juridictionnelle. Il y a un décret qui est publié chaque année qui fixe en fait les plafonds en dessous desquels on considère que vous pouvez bénéficier d'une aide juridictionnelle totale ou inversement une aide juridictionnelle partielle à 55% ou encore à 25%. Ou encore à 25%. Euh, donc, je vous mets là une capture du formulaire d'aide juridictionnelle. Donc, vous pouvez envoyer votre dossier d'aide juridictionnelle au palais de justice directement, le palais de justice où la procédure, en fait, est initiée. Ou encore en ligne. Maintenant, ils ont mis en place un super site internet qui permet un super site internet en fait qui permet que vous puissiez remplir directement votre dossier d'aide juridictionnelle. Et il y a une notice en fait qui a été mise en place, pareil, je vous l'affiche là, qui permet de vous guider sur le dossier d'aide juridictionnelle. Il faut savoir que c'est vraiment un service dédié dans les différents tribunaux judiciaires c'est ce service-là qui étudie en fait les différents dossiers qui sont déposés ainsi que les justificatifs et c'est ce service-là, en fait, qui décide si vous avez droit ou pas à l'aide juridictionnelle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très encadré et l'avocat n'a pas la main dessus. Ce n'est pas l'avocat qui... En fait, l'avocat peut aider à faire les simulations de par son expérience pour vous dire, voilà, vous avez droit à l'aide juridictionnelle ou pas, mais ce n'est pas l'avocat qui rend la décision d'aide juridictionnelle, c'est vraiment ce service-là. Donc, et autre chose, si une décision d'aide juridictionnelle est rendue que vous peut-être vous avez une décision qui ne vous convient pas pour X ou Y raison, il y a un recours qui est possible. Autre chose sur l'aide juridictionnelle, il faut savoir que un avocat n'est pas obligé d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, sauf lorsqu'il est commis d'office. Ça veut dire lorsqu'il est désigné par son bâtonnier ou encore par le président d'une juridiction. En dehors de ce cas-là, un avocat n'est pas contraint d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Ça veut dire que si vous venez voir un avocat X ou Y, par exemple, moi j'interviens très peu maintenant à l'aide juridictionnelle, donc vous me choisissez comme avocat, je facture mon intervention. Mais maintenant, quand j'interviens dans le cadre, je ne sais pas moi, d'une garde à vue, ou comme je dis, une désignation de l'ordre des avocats dans le cadre d'une astreinte, là, je suis soumise à l'aide juridictionnelle si le client en remplit les conditions. Si le client n'en remplit pas les conditions, voilà, je facture. Et maintenant, on a, in fine, tout ce qui est aide juridictionnelle garantie, mais ça, c'est encore tout un autre... ça, c'est encore tout un autre pan et qui concerne très souvent les personnes qui font l'objet d'une mesure privative de liberté. C'est-à-dire que, je sais pas moi, une personne, en fait, sort de garde à vue. Une personne sort de garde à vue, la personne est déférée, donc c'est aide juridictionnelle garantie. La personne est présentée devant un juge d'instruction, donc aide juridictionnelle garantie. La personne est présentée peut-être en comparution immédiate, je sais pas moi, placement en détention ou pas, aide juridictionnelle garantie. Pareil, aide juridictionnelle garantie pour les personnes qu'on assiste, par exemple, dans le cadre des hospitalisations d'office. Ouais, donc, ce sont des niches comme ça, mais je pense que ça aura moins d'intérêt pour vous dans ce cadre-là, mais je voulais vous expliquer en gros, si vous voulez, la question de l'aide juridictionnelle. Maintenant, j'ai trouvé en fait, j'ai trouvé un article que j'ai trouvé très très intéressant, pareil je vous l'affiche là, que j'ai trouvé en fait sur le site du Conseil constitutionnel et c'est un discours qui avait été prononcé par M. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel. Du coup, j'avais noté, je crois, jusqu'en 2016. Je ne sais plus quand il y avait été au début. Voilà, entre 2007 et 2016. Et il est décédé par son âme, je crois, en mars de cette année. Et dans ce discours-là qu'il avait prononcé, je vais vous lire juste le grand 1, après avec les informations que je vous ai mises. Si ça vous intéresse d'aller le voir, d'aller le lire dans son intégralité, vous pourrez, mais moi j'ai trouvé ça intellectuellement très intéressant. Donc il dit en fait, s'agissant du grand 1 de son discours, il dit que le Conseil
avant ça, je précise juste que c'est un discours qui date du 4 décembre 2009, donc ça date quand même, mais je trouve qu'il est parfaitement adapté par rapport à la question des droits de la défense. Ce que je vais lire là, ça concerne vraiment les droits de la défense et je voulais que vous compreniez ça avant que je ne développe du coup l'avis de Clèves, tout simplement. Donc, il disait en fait que le Conseil constitutionnel a consacré le caractère constitutionnel des droits de la défense dès les années 1970. Aucune disposition de la Constitution ne garantit explicitement les droits de la défense. Le Conseil a donc d'abord fait appel en 1976 à la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les droits de la République. À l'époque, il n'a d'ailleurs pas pris la peine de préciser de quelle loi de la République il s'agissait. Pour les membres du Conseil constitutionnel, le respect des droits de la défense était avant tout une évidence constitutionnelle. Par la suite, le Conseil constitutionnel a rattaché les droits de la défense à la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789. En outre, le Conseil constitutionnel reconnaît aux droits de la défense une portée générale. Il ne limite pas ce principe au seul domaine pénal. Mais le Conseil constitutionnel s'est également intéressé plus directement au rôle de l'avocat dans l'exercice des droits de la défense. Il a développé ainsi un véritable droit constitutionnel de l'avocat. Le recours et l'assistance d'un avocat constituent un droit constitutionnellement surveillé et garanti par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a... Donc, je survole un peu. Le Conseil a par la suite reconnu à 3 reprises que le principe du libre entretien avec un avocat d'une personne gardée à vue constitue un droit de la défense qui s'exerce durant la phase d'enquête de la procédure pénale. Donc, ces jurisprudences, c'est bien connu. Bon, je survole, je sais plus ce que je voulais lire à la fin. Donc, je laisse la parole au doyen Vidal et je vais m'arrêter à ça. Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu'elle permet qu'un suspect soit interrogé sans l'assistance d'un avocat. Donc ça, c'était avant que les choses n'évoluent, puisque là, on est en 2009. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de relever ce point-là? Parce que du coup, on va basculer sur le point numéro 3. Parfaite transition, n'est-ce pas? Sur l'avis de Clèves. Et je vais naturellement parler de la question des droits de la défense. Donc, point numéro 3, je l'ai indiqué, l'avis de Clèves. Donc, première des choses, il y a certaines personnes qui ont pu s'interroger sur le fait qu'un médecin anesthésiste puisse peut-être remplir les conditions de l'aide juridictionnelle, d'autant plus qu'en ce moment, il est placé sous contrôle judiciaire. De manière totalement évidente, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, lorsque le bureau d'aide juridictionnelle étudie votre demande d'aide juridictionnelle, il se base en fait sur les éléments de votre dossier à ce moment-là. C'est-à-dire que ce médecin-là est empêché d'exercer, je crois, maintenant depuis 2023, une histoire dans ce genre, mais en tout cas, ça fait quelques années qu'il n'a plus le droit d'exercer son métier. Donc maintenant, à moins qu'il ait d'autres sources de revenus, naturellement, je ne le connais pas personnellement, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il va en fait justifier de ses ressources, notamment via un avis d'imposition qu'il va transmettre au bureau d'aide juridictionnelle, et le bureau d'aide juridictionnelle va vérifier en fait s'il comment dirais-je, s'il rentre en fait dans les chiffres, on va dire, qui sont fixés par décret, tout simplement. Donc, si j'ai un peu de temps, je trouverai le barème actuel pour 2025, je vous l'afficherai là, mais ça, je ne garantis pas. Si je peux trouver, je trouverai, je vous l'afficherai là. Que vous sachiez si par rapport à votre procédure, on va demander votre dernier avis d'imposition, là, 2025 sur les revenus 2024, pour voir si vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle. Donc, toujours est-il que visiblement, il bénéficie de l'aide juridictionnelle. Une fois en fait que ça s'est mis en place, on pourrait se demander la question en fait de est-ce que les confrères sont contraints d'intervenir pour lui ou pas. J'y ai déjà répondu en fait tout à l'heure. Je pense que vu les noms des confrères dans ce dossier, ce sont des confrères choisis. Ce sont des confrères choisis, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, mais ils ont le droit
de choisir d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle. Donc, ça veut dire que partant de là, il n'y a aucune difficulté sur le fait que les confrères interviennent au titre de l'aide juridictionnelle. En réalité, ce qui pose problème, c'est le quantum. Et vous comprendrez bien que vu tous les enjeux, même vous, à la place de ce médecin, dès lors que vous êtes en difficulté, je précise qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du concret et que moi, je n'ai pas de détails sur les dossiers, donc je ne m'avance pas plus. Ce que je sais juste de dire, c'est que si vous, demain ou après-demain, vous vous retrouvez en fait dans d'importantes difficultés avec la justice, vous aurez tout simplement envie ou vous souhaiteriez en fait être défendu par la crème de la crème, tout simplement. Voilà, vous souhaiterez être défendu par les meilleurs dans leur domaine. Et je pense que c'est ça qu'il a fait, c'est qu'il s'est rapproché en fait des meilleurs dans leur domaine, ceux qui font partie des meilleurs dans tous les cas, en demandant leur aide. Et ces derniers ont fait le choix qu'il leur appartient d'intervenir pour lui. Maintenant, la question, c'est vraiment celle de la rémunération. Et s'il n'a pas les moyens de régler et que ces derniers acceptent d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, voilà. Il ne devrait pas y avoir de difficultés. D'ailleurs, il n'a pas de difficulté sur le principe puisque c'est le quantum qui pose problème. Maintenant, sur la question des 35 000 euros pour deux, sachant que les 35 000 euros au départ en hors taxe, c'était pour 3. Naturellement, je pense que quiconque ayant un petit peu d'activité sera totalement d'accord avec le fait qu'effectivement, c'est rien. Alors, attention, 17 000 euros, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais lorsqu'on ramène en fait à certains types de professionnels, on va dire ça comme ça ne symbolise rien. Il faut savoir en fait que ce que le règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit, c'est que l'honoraire de l'avocat est libre. Lorsqu'il est fixé librement, hors cas de l'aide juridictionnelle, l'honoraire de l'avocat est libre, mais il est fixé, on va dire, selon certains critères, notamment la complexité du dossier et l'expérience en fait. L'expérience du confrère. Et là, on a des confrères qui sont spécialistes de certaines matières. On est sur un dossier qui est d'une complexité certaine, puisque ce ne sont pas tous les procès qui vont durer 3 mois et demi. Il faut quand même que vous vous rendiez compte, je vais vous expliquer un petit peu après, que c'est extrêmement lourd. Donc, il faut pouvoir en fait suivre ça et ce n'est pas n'importe quel type d'avocat, je mets des guillemets, mais vous comprendrez, ce n'est pas n'importe qui peut suivre ce type de procédure parce que c'est très lourd émotionnellement, c'est très lourd intellectuellement, puisqu'il faut pouvoir suivre tout ça, il faut gérer émotionnellement votre client, son entourage, et il faut gérer en fait toutes les victimes, puisque là, je vous l'ai lu là, on est quand même sur une centaine de constitutions de parties civiles, donc il faut pouvoir entendre tout le monde, et de manière un peu plus globale, il faut savoir que lorsqu'on est à ce niveau d'expérience-là, forcément, on a du personnel. On a du personnel et c'est une partie du personnel qui est affectée en fait à ce type de procès. Donc, il faut se déplacer pour aller à la cour d'assises. Littéralement, il faut emménager. Hein. Je pense que vu la durée, on n'est pas sur 2-3 jours de procès où vous prenez peut-être une petite chambre d'hôtel quelque part et peut-être c'est réglé, ou vous faites des allers-retours en fonction de là où vous vivez. Là, littéralement, 3 mois et demi de procès, il faudra qu'au moins une personne, je ne sais pas moi, trouve un appartement ou un truc comme ça, vive sur place. Ensuite, il faut savoir que les procès d'assises sont très lourds, comme je disais, émotionnellement et intellectuellement, parce que ce sont de longues journées d'audience. On est vraiment là sur toute la journée. Et en tout cas, de ce que j'ai pu voir, moi, les plus gros cabinets, la plupart du temps, ils essayent toujours d'être au moins en binôme pour que la tension puisse être la même et puis pour pouvoir, en fait, avoir un double regard s'il faut soulever des incidents, s'il faut interroger, ainsi de suite. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo ici, stricto sensu, sur un procès d'assises. Je vais y réfléchir, mais en tout cas, je vous ferai peut-être un retour d'expérience sur mes premiers procès d'assises. C'est quelque chose qui est très, très lourd émotionnellement. Donc, ça veut dire que là, à minima, il faut mobiliser au moins un avocat, voire deux. Il faut mobiliser le secrétariat, il faut mobiliser peut-être un juriste ou assistant juridique s'il faut faire des recherches et ainsi de suite. Donc, il y a des moyens humains qui sont certains à mobiliser. Et je pense que ce que certaines personnes ne réalisent pas souvent, même s'il n'y a pas forcément de mauvaises intentions là-dessus, hein, mais ce que certaines personnes ne réalisent pas souvent, c'est que lorsqu'on est avocat, on est chef d'entreprise. J'en reparle dans ma prochaine vidéo d'ailleurs. Quand on est avocat, on est chef d'entreprise. Ça veut dire que on n'est pas bénévole. Voilà, c'est parfois un gros mot pour les gens de parler d'argent,
Moi, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, pour certaines personnes, c'est souvent un gros mot de parler d'argent, mais il faut bien qu'on comprenne qu'un avocat ne travaille pas à perte. Vous sacrifiez autant pour faire vos études, pour maintenir une activité à flot, pour vous former, pour intervenir dans ce type de dossier. Vous ne travaillez pas pour la beauté du geste. Ça ne vous empêche pas, en tant qu'avocat, si vous le souhaitez, d'intervenir dans certains dossiers en pro bono. C'est votre droit le plus absolu, mais c'est aussi votre droit de vouloir être rémunéré pour votre travail. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pourraient juger les confrères en question parce qu'ils ont le droit de poser en fait le problème de manière claire et ils ont le droit de le poser justement en amont. C'est pas comme si on était en cours de procès et puis ils ont juste envoyé tout valser. Donc on est en amont et je me doute que si ça devient public aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui ont commencé en off et qui n'ont pas prospéré. Donc voilà moi mon positionnement sur là. C'est aussi pour ça que à titre personnel, comme je le dis, j'ai fait le choix assez rapidement dans le début de mon activité de ne pas, de prendre très peu d'aide juridictionnelle. J'en prends, mais j'en prends vraiment très peu parce que derrière, on attend de vous un travail normal et ce qui est totalement cohérent. Votre client n'attend pas moins de vous parce que nous faisons des métiers dans lesquels les personnes viennent vous voir lorsqu'ils ont des difficultés. On n'est pas, je sais pas moi, je suis pas en train d'aller faire mes ongles. On se dit que bon, si un ongle qui est cassé, on s'en fout, ce sont les ongles. Mais là, les gens, littéralement, un dossier comme celui-ci, c'est sa vie. C'est-à-dire que ce médecin, je pense qu'à date, euh, sa vie est vraiment, je ne vais pas dire que sa vie est foutue, mais en tout cas, il est grandement fragilisé, sa famille est fragilisée, on a des parties civiles avant, on a des personnes qui sont décédées, il y a énormément en jeu. Donc, c'est pas, vous voulez forcément le meilleur dans ce type de conditions et vous, avocat, vous avez cette pression-là de donner le meilleur de vous-même. Vous ne pouvez pas bâcler parce que derrière, il faut que vous travaillez sur d'autres choses, parce qu'il faut assurer la viabilité de votre cabinet. Donc, on peut l'entendre et c'est d'ailleurs ce que le troisième confrère disait en disant qu'il ne peut pas travailler à perte. Donc ça, on peut l'entendre et on l'entend parfaitement. Euh, sur la question des confrères qui interviennent pour les parties civiles, moi je suis mitigée parce qu'en toute transparence, si moi j'intervenais du côté partie civile, non, je ne souhaiterais pas partager ma dotation. Déjà que l'aide juridictionnelle, je considère que ce n'est clairement pas ce qui nous enrichit, hein, très très clairement. En tout cas, moi, c'est pas ce qui m'enrichit. C'est bien à faire, il faut faire, ça ramène la clientèle et puis avant, avant tout, nous sommes là pour une mission de service public, on est là pour aider les gens. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure de manière très, très transparente, on a besoin de vivre à côté et on est dans des métiers dans lesquels on sacrifie énormément. Moi, je n'ai pas de tabou sur la question de l'argent parce que je pense que c'est une énorme hypocrisie de se comporter uniquement comme des chevaliers, voilà, en vie d'amour et d'eau fraîche. Et c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire que on a des charges qui sont très lourdes, on a des charges, on va dire, que ce soit des cotisations ordinales, que ce soit les USAF et tout le reste. Maintenant, on a nos charges de personnel, on a de personnel dans l'entreprise et après, on a nos charges propres. Donc, non, non, non. Et on sacrifie pour les études, on sacrifie sur la masse de travail parce que très clairement, un avocat prospère qui travaille 35 heures par semaine, je pense que ça n'existe pas. Donc, on travaille énormément, ça veut dire qu'on sacrifie, on a du mal en fait à équilibrer nos vies professionnelles et personnelles. Il faut qu'on rattrape quelque part, donc il faut qu'on puisse gagner dignement nos vies. Donc, je peux comprendre la position des confrères des partis civils qui ne veulent pas forcément transiger. Et à mon sens, l'équilibre ne devrait pas venir d'eux. C'est pour ça que moi, j'ai apprécié la nuance en fait que Maître Taketmit a fait dans sa publication de dire en fait que c'est au système de trouver la solution. Et là-dessus, je pense que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on a de plus en plus je ne sais pas si je peux les appeler des méga procès, mais des procès vraiment un peu format XXL. Donc, il y a eu effectivement les procès des attentats du Bataclan de 2015 où un accord avait été effectivement trouvé avec les avocats des parties civiles ainsi que les avocats de la défense. Mais en soi, ils ont fait cette concession-là, mais pour moi, la concession de base devait venir en fait de l'État. La concession de base devait venir de l'État qui doit en fait augmenter la dotation. Après, je sais qu'il y a des questions de budget et tout le reste, ça remonte beaucoup plus haut et le budget de la justice n'est pas suffisant. Ça rejaillit sur les dotations que la chancellerie verse au CARPA, ainsi de suite. C'est vraiment autre chose d'assez complexe. Mais de base, pour moi, ce n'est pas aux confrères des partis civils de supporter en fait ça. Même si
il pourrait de même faire le choix de ce geste-là, mais je pense que c'est une question qui doit être réglée encore en amont et il faut en fait littéralement qu'un régime spécial soit créé à mon sens et qui va s'appliquer en fait sur tous les gros procès. Après, il y aurait des critères puisque il y a eu du coup la question des attentats, je le disais, du Bataclan, il y a eu les attentats de Nice, il y a eu il n'y a pas longtemps le procès Pellico. Là, je parle en fait des procès qui sont relativement longs. On est quand même sur des procès qui ont duré plusieurs mois. Là, on est sur un procès de 3 mois et demi. C'est normal. 3 mois et demi, c'est extrêmement fatigant. Ça vous graine en fait. Ça vous graine physiquement, ça vous graine émotionnellement. S'il faut que ça vous graine financièrement et que vous ne puissiez pas vous y retrouver, non. C'est-à-dire, même si effectivement c'est quand même une forme de communication que d'être, je sais pas moi, dans la presse, ce genre de choses, mais dans tous les cas, c'est pas ce qui va vous rapporter immédiatement ce que vous aurez facturé au taux horaire. Et je pense que ça sont les confrères en question, comme je dis, sont des confrères qui sont plutôt reconnus dans leur domaine, sont des confrères, je pense, qui ont minimum un taux horaire au moins de 300 euros hors taxe. Vous voyez, donc s'il fallait vraiment facturer de telles procédures à l'heure, on serait sur des montants beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, en tout cas, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Je ne peux pas juger X ou Y. Pour moi, c'est à l'État de trouver des solutions parce que l'aide juridictionnelle, déjà, il y aurait beaucoup à dire sur l'aide juridictionnelle stricto sensu. Mais voilà, ça c'est mon avis sur la question. J'espère en tout état de cause qu'un accord sera trouvé pour que ce docteur puisse avoir un procès le plus juste possible, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des débats qui soient sereins, tant du côté en fait de l'accusé que du côté des parties civiles. Parce que là, pour que la cour d'assises en fait puisse statuer dans de bonnes conditions, il faut que les uns et les autres puissent se concentrer sur les débats, c'est-à-dire sur les faits qui lui sont reprochés, sur les éléments qu'il y a dans les différents dossiers et pas sur des questions annexes en fait qui en réalité viendraient parasiter en fait les débats. Et moi je trouve que ce serait dommage, d'autant plus que là de ce que les confrères disent, eux ils vont plaider un acquittement. Voilà, je vais le formuler comme ça, ils vont plaider un acquittement, ça veut dire que on n'est pas dans un dossier comme par exemple le dossier Pellico où les faits étaient reconnus dès le départ et que voilà, il fallait quand même rendre justice, il fallait écouter les victimes et tout le reste. Là, il semblerait qu'il y ait quand même, pardon, un vrai débat de fond, tant sur les éléments factuels que sur les questions de droit, pour pouvoir venir plaider un acquittement. Donc, ce serait dommage, en fait, que tout ça soit parasité par tout ce qu'il y aura autour. Donc, comme je disais, il y a eu la réunion de médiation, du moins, la réunion de médiation, c'est aujourd'hui. Donc, si j'ai l'information... Si on a l'information d'ici là, je vous mettrai un mot là pour vous dire ce que ça aura donné. À défaut, vous lirez dans la presse dans les prochains jours. Et puis, on verra quelle est la décision qui sera rendue fin décembre dans ce dossier. Voilà, pour le fond de ce dossier. Ainsi se termine cet épisode de Chichen Club. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis un peu fatiguée. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect. Si c'est un épisode qui vous plaît, vous le partagez. Donc, je suis favorable à l'échange dès lors que c'est dans le respect. À défaut, comme je le dis toujours, s'il y a un manque de respect, je ne discute pas, je bloque. Je vous remets ici, dans l'attente, je vous remets ici les images des 2 derniers épisodes, donc du moins des 2 dernières vidéos que j'ai publiées. Donc le dernier épisode de Chichen Club du mercredi de la semaine dernière et l'épisode du samedi de la semaine dernière. Voilà, au cas où vous aurez un petit peu de temps et que vous voudriez voir d'autres contenus que je propose sur cette chaîne. Ça, c'est en attendant que je trouve en fait le moyen de mettre les liens directement pour que vous puissiez cliquer dessus. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode de Chichen Club. Ce sera déjà l'épisode 17. C'est intéressant de numéroter comme ça les épisodes parce qu'on voit le temps qui passe et les efforts qui sont faits. Bref, dans l'attente de ce prochain épisode, je vous invite à prendre soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale surtout. Et je vous dis rendez-vous mercredi prochain dans le prochain épisode de Chichen Club. Ça fait beaucoup de prochains. Au revoir.